merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Tous nos vœux respectifs pour cette belle année 2023 qui augure plein de belles choses pour notre parc. Bon, une structure a été formée. C'est moi-même qui suis président de cette structure et les balances transfrontalières font que c'est Grégory qui est vice-président. Il y a 2 administrateurs qui sont respectivement les 2 directeurs et le directeur et la directrice du parc est chaque fois en balance. L'intérêt du parc naturel régional, c'est d'abord et avant tout de préserver nos richesses du territoire, que ce soit sur la biodiversité, sur l'environnement, mais aussi sur le patrimoine en général. On a la chance d'avoir le plus ancien parc naturel régional sur notre territoire, donc le Scarpesco. Et c'est une histoire assez longue. On a eu la chance d'être créé en 61 par le général de Gaulle et c'est une histoire qui se poursuit et qui s'accentue notamment à travers une collaboration avec le parc voisin belge. Et d'ailleurs on s'est marié il y a quelques temps pour créer un parc européen et de continuer tout simplement nos actions de préservation et de développement, en tout cas du développement durable sur notre territoire. Vous savez, un désastre environnemental qui est survenu en avril 2020. Il y a eu un impact dramatique sur l'écosystème de l'Escaut, puisque les poissons, mais aussi toute la chaîne alimentaire, les macroinvertébrés, la vie-faune, tout a souffert. Et cette problématique est forcément éminemment transfrontalière, puisque c'est arrivé à Tereos et ça s'est poursuivi jusque la Flandre, le long de l'Escaut. Et je suis très content que les 2 parcs naturels ont pris leurs responsabilités, ont conjointement déposé plainte. Un jugement, vous le savez, je pense que vous l'avez appris par la presse, un jugement qui est finalement rapide, puisqu'on s'attendait vraiment aussi à un feuilleton très long d'un point de vue juridique. Un jugement, une condamnation qui reconnaît, c'est une première, qui reconnaît le préjudice écologique, le préjudice et l'infraction environnementale. Puis à un certain moment, je pense qu'il fallait institutionnaliser, en tout cas officialiser cette collaboration entre les 2 parcs naturels. Et c'est chose faite avec cet acronyme qu'on appelle le PEPS, le Parc naturel européen des plaines Scarpesco. Donc un acronyme qui montre aussi le dynamisme que peut sous-tendre cette structure, puisque c'est le rassemblement de 2 équipes. 2 équipes composées tout de même d'une 40aine de personnes du côté français et de 25 personnes du côté wallon. Donc quelque part, je pense que c'est une belle équipe qui, au service de la biodiversité, au service de son territoire, au service de la nature, mais surtout, comme je le disais ici, au service des municipalités, des communes et des citoyens, des habitants, pour que toutes les actions percolent et qu'on mette vraiment en connexion les habitants avec leur magnifique cadre de vie naturel et environnemental. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crépin Télévision. Au programme de cette bimensuelle 179, nous aurons un bilan de l'AG du Crépin Tennis Club, puis nous reviendrons aussi sur l'importance du don du sang et nous vous donnerons toutes les dates de collecte de sang à Crépin pour l'année 2023. Et nous terminerons par une page culturelle avec les nuits de la lecture crépinoise et la découverte de son auteur de romans horrifico-fantastiques, Selim Mani, qui nous vient de la Somme. Et en bonus image, nous aurons un résumé de la très belle après-midi cosplay sur les héros et la peur qui a eu lieu tout dernièrement à la salle des fêtes de votre ville. Mais avant tout cela, direction le collège Jehan Froissart de Quiévrochin et sa journée sensibilisation au handicap. Alors ici dans cette salle, on les initie au Torball. C'est un sport qui est réservé aux personnes aveugles ou déficientes visuelles. Pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, ils ont un masque qui leur obstrue complètement la vue. Et la seule façon de pouvoir repérer le ballon va être d'écouter le grelot qu'il y a à l'intérieur ou de se positionner de façon tactile sur le tapis sur lequel il se trouve. Donc normalement on joue sur un plus grand terrain, nous pour des raisons pratiques, il a fallu raccourcir les espaces.
Les équipes du collège en Froissart ont décidé de sensibiliser les jeunes sur le handicap. Et donc l'équipe de PS et notre infirmière, Madame Druon, propose aux élèves de se mettre à la place d'un jeune qui serait en fauteuil. Alors avec un handicap, soit un handicap visuel parce qu'il y a des activités pour les non-voyants, ou bien le basket fauteuil par exemple qui sera présenté dans l'établissement. On a 3 activités qui sont proposées dans le gymnase. Donc on a du basket fauteuil, on a du volley assis et de la boccia. C'est un espèce de jeu de pétanque qui en général est réservé aux personnes qui sont handicapées. Alors du coup ici c'est un sport paralympique qui s'appelle la boccia et qui est basé sur les règles en fait de la pétanque, tout simplement. Donc on pourrait appeler ça de la pétanque assise. Donc là les élèves sont sur des chaises, mais généralement en fait le vrai sport paralympique c'est des équipes de 3 où ils sont placés les uns à côté des autres avec, comme on peut voir, des balles qui roulent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus légères qu'à la pétanque, mais on a toujours les mêmes règles du jeu par rapport à un cochonnet, par rapport à une équipe. Nous sommes sur du volley assis. Donc là on fait un match de 4 contre 4. Donc les élèves ont obligation de garder au moins une fesse en contact avec le tapis. Donc ce qui limite les mouvements. Ils sont dans la peau d'une personne qui est en situation de handicap, donc qui ne possède pas de membre inférieur. Pour ce qui est du handicap moteur, on voit que les élèves sont vite confrontés à la difficulté de tout ce qui est accessibilité. Par exemple, juste ici, il y a une petite bordure. Eux, ils vont en récré normalement. Ils ne s'aperçoivent pas forcément qu'avec un fauteuil roulant, c'est compliqué d'accéder à la récréation. Un autre enseignant qui lui également est en fauteuil va nous proposer un petit peu de réfléchir sur l'accessibilité des locaux. Donc des jeunes vont être en fauteuil, ils vont le suivre pour être confrontés au quotidien d'un jeune qui serait en fauteuil. Donc beaucoup plus bas, beaucoup plus au niveau du sol et confronté à des petites difficultés d'accessibilité, une petite marche qui empêche de passer aisément avec un fauteuil. Voilà. Donc, pour que derrière le handicap soit mieux perçu et mieux compris, pour que nos jeunes finalement apprennent à vivre mieux ensemble. Voilà. Être en fauteuil roulant, en fait, c'est pas des choses. Vous considérez ça un peu comme une journée de découverte, plus pour un jeu pour certains. Mais c'est quelque chose que vous allez expérimenter en fait au jour le jour. Vous êtes dans un fauteuil et vous allez voir, vous n'avez rien découvert en fait. Vous avez fait des choses tout simples. Il y a des choses que vous vous rendez même pas compte. Et on n'a pas fait le passage aux toilettes. L'année 2022 a été principalement marquée par un retour à une activité normale qui nous a permis de faire les événements habituels, donc le Téléthon dont vous venez de parler par exemple en fin d'année, mais également tout le barbecue annuel, les compétitions jeunes internes au club, les compétitions d'interclub où on affronte les équipes du Valenciennois principalement. Voilà, la reprise des entraînements réguliers pour les adultes et voilà les grandes lignes de cette année 2022. Avec bien évidemment la sortie à Roland-Garros qui a été faite au mois de mai comme tous les ans dans la mesure du possible. Donc nous avons au 31 décembre 6 160 € et 32 centimes, sachant qu'il y a, contrairement à ce que dit le président, le chèque de Roland-Garros qui est passé entre deux, un chèque de 3 504 €. Ah ouais, pareil. Il y a beaucoup moins de sous dans la caisse. Et le bus n'est pas encore payé. Pour 2023, ça va être une année importante pour le club car on va fêter le cinquantenaire. Donc le club a été fondé en septembre 1973. Donc pour ça, on a prévu un événement, une journée d'activité tennistique le samedi 23 septembre où le programme n'est pas encore figé, mais
On a pour volonté de faire découvrir le tennis aussi aux gens qui voudraient venir taper quelques balles le matin, voir un petit peu comment ça se passe. On a faire quelques activités pour les membres du club l'après-midi, puis on finira par un petit pot et puis un barbecue derrière pour fêter tout ça. Les autres projets de l'année, on vient d'avoir les places pour Roland-Garros, qu'on a reçu une 50aine de places qui nous permettra de faire un bus et puis d'emmener les membres du club et les accompagnants sur le site de Roland-Garros comme chaque année. Et puis nouveauté cette année, on a des nouveaux horaires de cours. Donc on a une personne qui nous a rejoint au comité, Maxandre, qui est un garçon qui a été formé au club, à l'école de tennis, et puis maintenant il a passé ses diplômes d'enseignement pour être prof de sport ou quelque chose comme ça. Du coup depuis début janvier, donc on a 3 cours, un entraînement pour des adultes débutants. C'est vrai que ça manquait au club, donc c'est bien le samedi après-midi, et puis 2 cours un peu de perfectionnement pour les enfants. Qui eux font déjà les entraînements le mercredi, mais pour ceux qui veulent et qui jouent en compétition puissent avoir un entraînement supplémentaire. Venant du bureau, donc je pense qu'on n'a pas encore eu les réponses, ou je ne sais pas si... On en a parlé tout à l'heure. Donc ça va, donc le point a été fait à ce niveau-là. Après, au niveau des 50 ans, c'est le même, il n'y a pas de souci, la municipalité sera de côté, dans la mesure du raisonnable et en fonction de ce qu'on fait avec les autres associations qui ont déjà fêté des anniversaires dans le même style, voilà. Et puis vous encourager à continuer à progresser, et puis voilà, quoi. Donc, que ce soit les sportifs, les anniversaires du fête, c'est tout ce que je pouvais dire. Je pense que j'ai rien oublié. Donc on était 96 hier, il y a 4 nouvelles personnes qui se sont inscrites là en plus, donc on refranchit la barre des 100 membres, donc c'est bien. Et puis n'hésitez pas, on est un club familial où tout le monde s'entend bien. Il y a possibilité d'apprendre le tennis, de faire des cours pour ceux qui veulent progresser un peu plus, et puis venir faire du tennis loisir. On a une salle qui est agréable. On a pour projet, là, après, la balle n'est pas dans notre camp, mais dans le camp de la municipalité, de refaire le terrain extérieur, qui a quand même quelques années. Donc j'espère que c'est un projet qui pourra se concrétiser assez rapidement. Je suis Deus Deorum, mais depuis le début de votre lecture, vous me connaissez sous le nom du Dieu des dieux. Si je suis venu à la frontière des réalités pour m'adresser à vous, chères lectrices et chers lecteurs, c'est pour vous parler de l'endroit où j'habite, le paradis ultime. Le paradis où je réside, un lieu où tout ce que vous voulez, vous l'avez, le moindre désir, la moindre envie, un endroit où la terre est en lévitation constante, où les arcs-en-ciel dansent dans des cieux d'un bleu clair sans trop de nuages. Plusieurs îles y sont en lévitation, tout aussi magnifiques et impressionnantes les unes que les autres. Tout le monde, et tout ce monde, y est tellement heureux, la tristesse n'existe pas, la jalousie non plus, seul l'amour, la paix, le confort, la fête, les rires existent. Oui, après là, on parle de Deus Deorum, c'est mon premier livre, mais en fait, comme je vous dis, c'est tout un univers littéraire qui s'appelle le Deus Universe, donc c'est le nom de l'univers, et en fait, on parlait, c'est pas que j'aime vraiment écrire du fantastique horrifique, mais je pense qu'en fait, dans toute part de ténèbres, il se cache en fait toujours une part de lumière.
et vice-versa. Dans la lumière, voilà. La morale, en fait, du Deus Universe, dans tout ce que je vais écrire et de ce qui est déjà sorti, c'est ce qui semble bien n'est pas forcément bien, ce qui semble mal n'est pas forcément mal. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est à travers des aventures qu'on va en apprendre plus sur les personnages. Effectivement. C'est bien résumé, puisque ici on a un artiste qui s'appelle Selim Mani, et justement, vous avez des visions intenses qui vous poussent à écrire ce livre, vous prévenez les humains du danger qui nous guette. Effectivement, ce livre est un avertissement à l'espèce humaine, comme quoi les dieux sont peut-être notre vision familière au-dessus de nous, mais ils sont aussi en dessous de nous, et ils sont aussi différents, et ils interviennent, puisque beaucoup de dieux viennent d'horizons différents, des dieux grecs, des dieux égyptiens, et ils se viennent en aide, et ils nous viennent en aide. C'est ça qu'on apprend dans Deus Deorum. Cette Anne Finet-Lambert est vraiment une sorcière qui veut, comme on dit, qui a un orgueil bien présent et qui a surtout une ambition démesurée. Alors, on peut quand même le dire, Céline. Ouais, bon, Anne Finet-Lambert, en fait, c'est un personnage très compliqué. C'est une femme très compliquée. Elle a un passé très compliqué et forcément, ça a joué sur ses ambitions, ça a joué sur... voilà. Et bien, après, par la suite, oui, c'est vrai qu'elle a cette vengeance où elle a envie de ressusciter un démon supérieur, Astaroth. Et bon, c'est pas n'importe quel démon parce que c'est le trésorier des enfers, c'est vraiment un démon supérieur dans la hiérarchie infernale. Et voilà, c'est Anne Finet-Lambert, elle compte vraiment ressusciter ce démon-là. Et lui va venir avec d'autres frères et ils vont envahir la terre. Mais le diable n'est pas au courant de ça. Alors, oui, le diable, Lucifer, n'est pas au courant de l'histoire. Et c'est là que ça devient très intéressant et voire même pertinent. Vous allez me dire, oh, Lucifer, blasphème, mon Dieu, ne l'appelez pas, il va arriver, etc. Alors, justement, Lucifer n'est pas au courant de l'histoire. Des armées des ténèbres qui débarquent, c'est pas de son goût à Lucifer, puisque lui, en fait, il est déjà sur Terre. Il est déjà sur Terre. Et oui, mesdames, voilà, il y a une bataille des enfers, mais il y a une bataille aussi qui est très particulière, puisque là, on rentre dans le mythologique, si je puis dire. Pour que cette bataille puisse avoir lieu, pour ouvrir le fameux portail des enfers, il faut réunir des reliques angéliques. C'est ça. Voilà. Et les reliques angéliques, vous avez le Graal qu'on connaît sur Terre, hein, l'écuelle qui a recueilli le sang sacré du Christ. Hein. Voilà. Il y a l'épée de l'archange Michel. Et ça, vous allez voir, mesdames, qui connaissez un petit peu le monde des églises, vous avez les prêtraris. Les prêtaris. Les prêtaris, ouais. Voilà, qui sont des hommes d'église, qui, en fait, ces hommes d'église-là, voilà, sont des terriens qui veulent défendre, voilà, qui veulent vraiment défendre le bien contre le mal, mais en même temps, sont des hommes d'église qui n'aiment pas trop la magie. Hein. Voilà, au départ, ils ne sont pas très alliés avec les magiciens, ils n'aiment pas trop ça, ils ont un peu peur que la magie fasse perdre un peu, voilà, toute la foi que l'on a envers le Dieu monothéiste, comme on dit aujourd'hui. Et il y a la pierre sacrée. Alors justement, on est dans une ville qui s'appelle Malin. On a la pierre sacrée que l'on découvre dans la grotte de Malin. Et justement, pour ouvrir les portes de l'enfer, il faut réunir, eh ben voilà, ces trois éléments. Eh oui. Et un quatrième ingrédient. Et un quatrième ingrédient. Dis-nous tout, Céline. Alors, c'est dans Deus Deorum. Le quatrième ingrédient, c'est le sang pur d'un prince manichéen. Alors, vous avez le manoir de Anne Finet-Lambert, mais vous avez un autre manoir qui est le manoir des Mani. Et chez les Mani, il y a aussi des sorciers, des magiciens, et surtout, vous avez quelqu'un d'absolument extraordinaire, voilà, qui s'appelle Naël, mais qui vient d'une dynastie, une dynastie de magiciens, de princes magiciens, moi je les appelle comme ça, et ce sont des gens qui ont des pouvoirs extraordinaires, puisqu'ils sont au milieu du bien et du mal. Voilà, ils sont l'équilibre de cet univers. Ils ont ce pouvoir-là. Alors l'Odyssée de Naël, c'est quelque chose d'assez étonnant, puisque comme on vous l'a dit, Naël fait partie du manoir des Mani, et il a la capacité, voilà, d'ouvrir les portes, de les fermer, mais en même temps d'invoquer des démons, ou plutôt des créatures d'autres dieux, qu'ils soient grecs ou autres. Et justement, ce qui est intéressant chez Naël,
c'est que Naël, voilà, il va rencontrer le royaume d'Hadès parce qu'en fait, Naël a une histoire d'amour avec Théo. Alors l'Odyssée de Naël, déjà, ça fait partie de mes chapitres favoris parce que on découvre un autre univers. Il y a des paysages de dingue. Oui. Il y a vraiment des beaux paysages. Naël s'échoue sur une plage. On apprend que dans un autre univers, voilà, ici, des armes que vous allez trouver, c'est forcément vert dans notre réalité. Dans un autre univers, ça peut être des armes roses ou toutes les couleurs. Toutes les couleurs, oui. En fait, ça dépend. Et là, en fait, voilà, dans l'Odyssée de Naël, on va suivre en fait Naël qui va rechercher justement Théo, qui s'est fait enlever par le passeur d'âme. Alors pourquoi il s'est fait enlever Théo? Parce que Hadès a voulu juste se venger. Pourquoi il a voulu se venger? Parce que lors de l'Apocalypse, Naël a invoqué Gorgone. Et en même temps, il a invoqué d'autres créatures qui appartenaient à Hadès. Exactement. Donc en fait, Hadès a été mécontent, surtout quand Naël s'est permis de faire apparaître et de contrôler l'un de ses titans favoris, qui est Typhon. Tout à fait. Et ça a contrarié même Zeus. Et ça a contrarié aussi Zeus, parce que en fait, les univers ne sont pas censés se rencontrer. Notre univers doit rester le nôtre, le leur doit rester le leur. Et là, en fait, ce genre de choses peut créer ce qu'on appelle des failles dans le cosmos. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Hadès, on l'apprend plusieurs pages après, transforme Naël en une créature totalement mythique dans la mythologie qui est le phénix. Elle le transforme en un phénix noir. Et oui, il a des grandes ailes, toutes noires, etc. Et justement, il se passe beaucoup de choses puisque vous allez comprendre que Naël devient un phénix noir. Vous avez aussi toute une histoire avec Léa. Alors Léa, c'est cette fameuse sorcière et ses inquisitrices. Mais Léa, on apprend beaucoup plus tard que Léa est aussi un phénix, le phénix de feu, la reine des ombres. Et oui, elle est un phénix de feu. Mais alors vous allez me dire, souvent c'est jamais 203 Céline, là, voilà, c'est un petit peu facile, mais il y a aussi un phénix blanc. Mais qui est donc le phénix blanc? Il y a 3 phénix. Mais ce qui se passe au royaume des dieux et au royaume un petit peu des mortels, c'est qu'un des phénix veut renverser le dieu des dieux. Et oui, l'ambition toujours démesurée. Péché d'orgueil, et oui, malheureusement, qui a des conséquences, puisque le but, on le rappelle, de Deus Deorum, le but, c'est de contrôler le paradis ultime. Mais le paradis ultime, voilà, c'est le dieu des dieux qui est là, mais apparemment le dieu des dieux laisse faire toute cette histoire. Il n'apparaît pas. Il laisse se dérouler toute cette incertitude, tous ces doutes, même de par les dieux, de par les mortels. Que va-t-il réellement se passer? Et on va le découvrir, on va spoiler un petit peu, mais vous verrez que les phénix vont s'affronter. Ils vont s'affronter, mais malheureusement, on ne tue pas un phénix. Ou, j'allais dire, les dieux ne peuvent pas tuer des phénix. Et vous avez une armée, qui est l'armée du bien, moi je dirais, alors après elle va un petit peu se désagréger. Vous avez aussi ce qu'on appelle les signes originels, le bélier, le sagittaire, le scorpion, vous connaissez tout ça? Eh bien oui, ces signes originels, ils prennent vie, et ils viennent à la rescousse un peu des forces du bien, si je puis dire. Mais après, bon, ils vont un peu, voilà, il y en a certains qui vont virer de bord, entre guillemets, mais la guerre fait rage, il se passe beaucoup de choses au royaume de Deus Deorum, de ce dieu des dieux, et la guerre ultime, avec ce roi ultime, a lieu. Et là, je laisse Célim en parler, je ne vais pas raconter toute l'histoire et la fin de ce premier tome. Alors, le phénix en question qui veut renverser le trône ultime, c'est l'Antichrist. Je préfère le spoiler tout de suite parce que c'est pas réellement un spoil. Le personnage de Léa, c'est un personnage très très complexe. C'est un personnage vraiment... on pourrait même jusqu'à la détester et en même temps avoir tellement de peine pour elle. Tout à fait. Et elle va faire que prendre de l'ampleur de toute façon dans l'univers. Et voilà, elle est l'Antichrist, elle est aussi une sorcière, mais elle est aussi la fille de Lucifer et Lilith. Et en plus, elle est aussi une entité cosmique qui veut, voilà, elle a vraiment une ambition démesurée et ça la rend aveugle, complètement aveugle, à un tel point où elle en oublie les limites et elle veut renverser le trône ultime. Alors oui, Deus Deorum laisse tout faire, donc oui, Dieu laisse tout faire, mais je tiens à rappeler que Dieu est omniscient et que s'il laisse faire certaines choses, c'est qu'il y a un plan derrière la tête.
Exactement, Selim. Et non seulement il a un plan, mais vous verrez que ce plan n'est pas diabolique, mais il est extrêmement intelligent et surtout il est très subtil. En fait, le Dieu des dieux a quelque chose en lui de particulier qui fait qu'en fait, il laisse les choses se dérouler, mais il sait comment elles vont se terminer. Voilà, et il sait très bien comment elles vont se terminer. Je n'en dirai pas plus. Vous avez l'ensemble de tout ce dont on vient parler avec Selim dans Deus Deorum. Voilà, c'est aux éditions Libri Nova. C'est à compte d'éditeur ou auto-édition. Et vous l'avez ici devant vous. Mais depuis le début de votre lecture, vous me connaissez sous le nom du Dieu des dieux. Si je suis venu à la frontière des réalités pour m'adresser à vous, chères lectrices et chers lecteurs, c'est pour vous parler de l'endroit où j'habite, le paradis ultime. Le paradis où je réside, un lieu où tout ce que vous voulez, vous l'avez, le moindre désir, la moindre envie, un endroit où la terre est en lévitation constante, où les arcs-en-ciel dansent dans des cieux d'un bleu clair sans trop de nuages. Plusieurs îles y sont en lévitation, tout aussi magnifiques et impressionnantes les unes que les autres. Tout le monde, et tout ce monde, y est tellement heureux. La tristesse n'existe pas, la jalousie non plus. Seul l'amour, la paix, le confort, la fête, les rires existent. Nous sommes en manque de don de sang. Aujourd'hui, on peut arriver dans des situations où, dans la vie quotidienne, où des personnes, que ce soit un accident de la route, ou que ce soit n'importe quelle maladie ou n'importe quelle... Malheureusement, une poche peut sauver une vie. Donc aujourd'hui, une poche, c'est vraiment très important. Il y a 4 collectes qui ont été planifiées. Donc, il y a la première ici au mois de janvier, donc le mercredi 18. Après, il y en a une autre au printemps qui est le 28 avril. Il y en a une en automne, non pas tout à fait l'automne, la fin de l'été, le 6 septembre. Et puis après, on termine aussi au mois de novembre, donc le 8 novembre. Donc comme ça, les Crépinois peuvent donner leur sang 4 fois dans leur commune, dans la superbe salle des fêtes, à proximité de chez eux. Et ça, c'est un avantage quand même de pouvoir donner son sang pas loin de chez soi, en sachant que si jamais sur Crépin, la date ne leur convient pas, il y a des collectes toutes proches à Quibrochin, un peu plus loin sur Ronin, et un peu plus près du Valenciennois, c'est sur Saint-Saulve. Et bien sûr, il y a toujours possibilité de prendre rendez-vous à la Maison du Don, qui a déménagé depuis le mois de septembre, en plein centre-ville de Valenciennes. Voilà, c'est presque fini et on se quitte avec le très complet résumé de l'après-midi cosplay qui a eu lieu tout dernièrement à la salle des fêtes de la ville, avec en thème les héros et la peur. Rendez-vous donc dans 15 jours pour la suite des nuits de la lecture crépinoise avec notre Frédéric Dard local, Pedro Blerinel. Et oui, ce sera du polar. Merci encore de votre fidélité et à bientôt sur Crépin Télévision.
Non, je trouve ça très très bien cette manifestation, c'est une première. Donc c'est vrai, on a toujours l'appréhension lors d'une première manifestation, savoir si ça va fonctionner ou pas. Et sincèrement, je trouve qu'au regard du week-end avec hier, la nuit de la lecture et aujourd'hui ce concours, et c'est une nouveauté apportée à la ville. Et sincèrement, je trouve ça très très bien. Le terme plus approprié, c'est potionniste. Donc en gros, c'est un terme que j'ai un petit peu pris en fait. C'est un mot à prendre, donc je l'ai pris. Donc en gros, je fabrique depuis le deuxième confinement des potions magiques. En gros, qu'est-ce que je fais? En gros, avec des matériaux de récup, donc les bouteilles, etc., et des colorants alimentaires, tout ce qui est plus sain. En gros, je réalise ces petites potions qui réagissent un petit peu quand on les secoue, par exemple. Voilà. Donc c'est que des produits naturels dedans. Et quand elles sont posées sur un palais LED, donc en gros la lumière est diffusée en fait. Dans une chambre d'enfant par exemple, ça sert de veilleuse. J'ai souhaité en fait partir sur le thème de la peur et des super-héros parce que pour moi les super-héros viennent aider les plus faibles et d'où le concours de cosplay pour que les super-héros, les mangas puissent être connus pour la première fois sur Crépin car c'est la première édition donc c'était totalement l'inconnu et sincèrement je félicite la commission culture et nos bénévoles de nous avoir aidés à monter ce projet et au final complètement conquise avec les stands de maquillage et le potionniste magique que j'ai rencontré sur les Ch'tis Cosplayers qui m'offre son aide et qui va m'aider à développer pour l'année prochaine un concours de cosplay à plus grande échelle. Là ici pour l'occasion en fait je suis le studio de grimage, donc c'est du maquillage pour enfants à l'occasion de la manifestation pour le cosplay. Et si vous voulez nous voir, n'hésitez pas, si vous voyez les Ch'tis Cosplayers, si vous voyez Geekement en vôtre, si vous voyez ces noms-là, venez nous voir. Parce que c'est du feu, c'est de l'ambiance, c'est la bonne humeur, c'est tout ça, c'est tout ce que je ressens actuellement. Et imaginez que de base, on est entre 40 et 60 sur la scène. Voilà. Donc merci beaucoup la ville de Crépin pour ça. Vous êtes géniaux. Merci Niki d'avoir présenté et d'avoir parlé à cœur ouvert à tout le monde.